est-ce que pour toi, il y a un rapport profond entre les films de Debord et Godard, notamment, je sais pas, je pense à Godard qui fait les histoires du cinéma. Alors d'abord, bon, pour relayer dans le micro ce qui a été dit, c'est attribué à Debord que Godard est le plus con des Suisses pro-chinois. Je suis pas sûr que ce soit de lui, et puis ça a été aussi appliqué à Olivier Bosset. Alors pour répondre à ta question, moi je crois qu'il y a à la fois la même chose et le contraire exact. La même chose, et Debord et Godard se sont détestés cordialement, de leur vivant. Godard maintenant commence à dire ce qu'il doit à Debord. Il est mort depuis un certain temps. C'est souvent comme ça. Mais il y a la même chose, savoir que le cinéma est un lieu où doit émerger de la pensée. Parce que le cinéma n'est pas là pour nous donner du spectacle, il est là pour nous faire penser et produire des effets de vérité qui ne pourraient pas être produits autrement que par les moyens du cinéma. Bon, la transformation... en dehors de Debord, le seul exemple que je connais de quelqu'un qui a fait un essai, au sens essai littéraire, au sens du genre littéraire de l'essai, au sens des essais de Montaigne. Le seul cinéaste qui a fait un essai au cinéma, c'est Godard dans les histoires du cinéma et dans les films périphériques. Bon, c'est évident. Alors, l'énorme différence, c'est que pour Godard, si le cinéma doit être de la pensée en acte et doit produire de la pensée, ça ne peut que naître de l'image et du choc des images. Alors que pour Debord, la primauté doit être donnée au discours et les images ne doivent être là que pour être détournées et éventuellement pour dialectiquement détourner le discours. Mais il présente délibérément le film qu'on va voir ce soir, La Société du spectacle, comme une version cinématographique d'un essai écrit. Alors que c'est aux antipodes de la pensée de Godard que d'imaginer un film qui sera la version cinématographique d'un texte déjà écrit. Voilà. Oui, mais c'est vrai, toujours est-il que... Il y a une autre question, mais toujours est-il qu'il y a, même chez Godard, quelque chose qu'on peut retrouver chez Debord, c'est-à-dire cette idée dont tu parlais aussi tout à l'heure, qui est l'idée de la nécessité d'un montage. Un montage entre deux images, un montage entre un choc, et comment, disons, détourner veut aussi dire séparer en quelque sorte, et aussi faire un travail pour réunir. Donc cette dialectique-là existe dans les deux. Oui, pas de la même façon. Donc ça, il faudra rentrer dans le détail. Mais en effet, il y a un point commun qui est l'idée que Debord, à un moment, exprime en disant une pensée dialectique ne peut s'exprimer que dans une forme elle-même dialectique. C'est-à-dire que si on exprime une pensée dialectique dans une forme homogène et totalisatrice et unificatrice et monolithique, on rate quelque chose. Bon, ça, je crois que Godard a toujours pensé ça aussi. Donc, simplement, l'idée de Godard, c'est que l'image peut montrer quelque chose du réel qui n'existe pas avant elle. Comme si Capri n'avait jamais existé avant le mépris, par exemple. Ce qui est peut-être le cas. En tout cas, on ne voit plus Capri aujourd'hui comme on le voyait avant le mépris. C'est évident. Bon, et Godard est persuadé que l'image, et surtout le choc des images, ou le montage des images et de certains sons, peut produire un effet de vérité qui ne pourrait pas être produit par d'autres moyens. Alors là, je parlais des deux grandes veines de la modernité, c'est le type même de la recherche de tous les arts qui se sont voulus autonomes. Mallarmé voulait que la poésie produise des effets qui ne puissent pas être produits par autre chose que de la poésie. Proust ou Musil ou Hermann Broch disaient que le but du roman, c'est de produire une vérité qui ne pourrait pas être obtenue autrement que par un roman. Bon, ça c'est la grande... Et Godard pense que
Le cinéma doit produire une vérité qui ne pourrait pas être obtenue autrement par les moyens du cinéma. Bon. Debord, c'est un peu différent. Il pense qu'il faut d'abord vivre autrement, qu'on ne peut pas vivre autrement si on ne pense pas autrement, et que si on pense autrement, on ne fait pas les mêmes films. C'est un peu... Mais il y a une primauté de la théorie chez Debord. Étant donné que c'est une théorie, encore une fois, qui n'a de sens qu'à s'incarner dans quelque chose de pratique, qui est la réinvention par chacun de sa propre vie. Debord disait les théories, c'est comme des régiments. Hein, on les envoie à la bataille, et puis quand ils ont cessé de servir, on les abandonne. Je voudrais revenir sur ce que je crois être un axe majeur de la pensée de Debord, c'est le rapport entre l'art et la vie. Pour être le plus révolutionnaire possible, Debord préconise un dépassement de l'art qui trouverait sa solution dans la dissolution de l'art dans la vie. Mais je crois aussi par ailleurs qu'il a été, pour reprendre ton terme, en compagnonnage avec certains tenants comme Filiou, de la série, qui, lui, de son côté, disait que, selon une très belle formule aussi, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Alors d'abord, est-ce que Debord a pu commenter ce que disait Filiou, et y a-t-il un point irréductible entre les deux? Bon, l'idée que l'art est mort en tant qu'entité séparée et doit passer dans la vie quotidienne, encore une fois, Arnaud dirait c'est pas lui qui l'a inventé. On trouve ça chez Tristan Tzara déjà, on trouve ça chez les dadaïstes historiques. Simplement, bon, il en a fait une position de principe qui l'a amené plus loin, après, à partir de là. Quant à la phrase de Filiou, moi j'avoue être un peu perplexe. Voilà. Si la vie est plus intéressante, si l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, à quoi bon l'art? Je me demande s'il n'y a pas une espèce de paradoxe logique brillamment soutenu, mais qui a servi d'alibi quand même à beaucoup d'art décoratif. Moi, sur la phrase de Filiou, moi, je pense qu'elle est en général très mal interprétée. Parce qu'elle est interprétée au premier degré, c'est-à-dire que Filiou, au fond, serait le héros d'un art qui aurait pour mission de rendre la vie plus intéressante que l'art. Et moi, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faut l'entendre. Je pense que Filiou, quand il dit cette phrase, il veut parler de l'art auquel lui n'appartient plus, c'est-à-dire de l'art qui est mort ou de l'art qui est mourant. Et c'est cet art-là qui, dit-il, son seul intérêt, c'est de rendre la vie plus intéressante que lui. Et donc c'est entièrement négatif en quelque sorte. Et au contraire, ce que Filiou propose, c'est quelque chose qui n'a pas le label art, précisément, parce qu'il est du côté d'emblée de la vie, et de l'émanation de la vie que... voilà comment moi j'interpréterais. Quelque chose de plus négatif que ce qu'on dit d'habitude. La dérive, c'est pas lui qui a inventé tous ces termes, qui appartenait à ce petit groupe proto-situationniste d'ailleurs, hein, c'était les lettristes, en tout cas l'international lettriste. Et par ailleurs, tu as rencontré comme moi Jean-Michel Mention, qui est passé complètement, lui, à la trappe volontairement de l'histoire. C'est probablement lui qui a écrit « Ne travaillez jamais », c'est pas Debord. Donc il y a comme ça des petites choses qui relèvent du mythe, mais Debord est un mythe, voilà. Et c'est en tant que mythe qu'on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est lui qui aujourd'hui est magnifié et pas cette avant-garde qui, au fond, était une suite logique. Il se réclame beaucoup tu parlais tout à l'heure, juste au titre de Dada et du surréalisme comme
une espèce de voir entre les deux, d'une certaine manière, ceux qui ont réalisé l'art et ceux qui ne l'ont pas réalisé. Hein. Mais il y a une dimension que l'on trouve aussi dans le futurisme, dans le surréalisme, c'est l'engagement politique aussi, l'engagement. Je veux dire que ça, ils le doivent véritablement, par exemple, au surréalisme. Il y a une continuité malgré tout. Oui, mais c'est évident. Debord, à un moment, condense l'expérience de plusieurs avant-gardes qui ont eu lieu avant lui. Mais toute la question de savoir, est-ce qu'on le ramène au connu ou est-ce qu'on insiste sur ce qu'il a introduit d'inconnu? C'est-à-dire, est-ce qu'on le ramène à ce qu'il a partagé avec d'autres ou est-ce qu'on insiste sur notamment les analyses et les concepts qu'il a introduits et qu'il a été le premier et le seul à introduire? Moi, j'ai préféré, évidemment que la dérive, c'est pas lui qui l'a inventé, évidemment que le détournement, ça a été inventé, même si le terme n'existait pas, par Lautréamont, hein, dans les poésies, et que même chez Max Ernst, il y a du détournement, chez Picasso, il y a des milliers de détournements. Mais l'important, à mon avis, c'est à quoi ça aboutit comme analyse critique de notre époque. Moi, je l'ai dit, pour moi, le grand livre, c'est les commentaires. Hein, et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas grand-chose à ceux qu'il a fréquentés, etc. Bon. Alors, il y a une question, en revanche, qui effleure derrière ce que tu dis. Je crois qu'il va falloir quand même un jour en parler. C'est celle de l'avant-garde. Moi, je viens de lire récemment dans plusieurs journaux d'art qu'il y avait un artiste français que par ailleurs je considère comme probablement le meilleur de sa génération, grand artiste, qui venait d'avoir la formule suivante que je lui jalouse, que je lui envie d'avoir formulée. Je suis contre l'art contemporain et pour l'avant-garde. Je crois qu'un jour, il va falloir quand même parler de ça sérieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se demander si ce qu'on appelle art contemporain n'est pas purement et simplement de l'artisanat. Et si les voies de la création artistique ne doivent pas passer ailleurs, c'est-à-dire dans l'avant-garde. Mais il ne faut pas s'affoler, ça a déjà existé dans l'histoire. Après tout, pendant les 4, Sam Malraux en parle, hein, pas forcément un révolutionnaire, dans les 4 siècles de domination de l'Empire romain, il ne s'est rien passé d'inventif dans les arts plastiques. Pendant 4 siècles, ils ont recopié l'art grec. Alors, à 3 exceptions près, qui sont quelques fresques à Pompéi, il y a des mystères. Mais il y a eu 4 siècles où on a recopié des formes. Et aujourd'hui, on est content quand on trouve une statue romaine en faisant des fouilles, alors que c'est une copie, une statue grecque, c'est évident. Bon. De même, quand vous pensez à la masse de tableaux de genre et de nature morte que les Flamands et les Hollandais ont produits au XVIIe siècle, il y en a des milliers dans tous les musées. C'était produit au kilomètre. Bon. On trouve ça joli. C'est pas moche. C'est amusant. Alors, ça n'a strictement aucun intérêt artistique. Ils ont tous fait la même chose. Ils sont tous recopiés. Il y en a, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, l'art contemporain, on est arrivé là. Peut-être que ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est la même chose que les petits maîtres flamands du XVIIe siècle. Et qu'un artiste qui a vraiment quelque chose à inventer dise « moi je suis contre l'art contemporain et pour l'avant-garde », ça me paraît un réflexe de santé. On est très loin de l'idée de bord. En t'écoutant, j'ai l'impression qu'on peut imaginer que chez Debord, il y avait, déjà à partir de ses références philosophiques, celles que tu as citées aussi, comme 2 conceptions très différentes du temps et de l'histoire. C'est-à-dire, à l'œuvre, tu l'as dit, il y a un filon qui est Hegel, Feuerbach, Marx,
qui est quand même, pour faire très court, un filon du progrès. Marx même avait une idée très précise de l'idée que l'histoire va vers une certaine direction. Et de l'autre côté, en même temps, tu nous as parlé des Debord, surtout probablement dans la deuxième partie, celle qui pour toi est encore plus importante, celle des commentaires, des Debord comme un critique de la modernité. Un moderne parmi les modernes, mais critique de cette modernité, et qui donc se place, disons, d'un point de vue discursif, du côté d'une autre tradition, qui est complètement autonome par rapport à celle, disons, hégélo-marxienne, qui est celle plutôt d'Heidegger. Alors moi je crois que dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu une nette transformation, une nette mutation chez Debord entre la période où sa pensée est principalement hégélo-marxiste et la phase suivante. Dans la première période, par exemple, il est clairement question de la prise du pouvoir par le prolétariat comme avenir inéluctable de l'humanité. Il est clairement question de la perspective révolutionnaire à faire avancer, etc. Et il y a des pages extraordinaires sur les différentes conceptions du temps qui sont en jeu dans l'expérience historique. C'est-à-dire la manière dont le monde rural a une perception du temps cyclique et dont l'industrie, le premier stade de l'industrie et la prolétarisation ont introduit une rupture dans cette conception cyclique. Bon, il y a ce schéma. Et puis après, ce schéma est abandonné. Mais à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec les pensées du déclin ou de l'abaissement. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Heidegger, notamment, qui pense qu'il y a un oubli de l'être, hein, que le monde de la technique et le monde moderne nous a fait oublier l'être et qu'il faut y revenir, etc. Il n'y a absolument pas ça chez Debord. À mon avis, s'il y a abandon du schéma progressiste simple, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène nouveau que Heidegger n'a absolument pas pensé et qui est le présent perpétuel. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où l'avenir et le passé sont résorbés dans un présent perpétuel qui est celui de la représentation spectaculaire. N'existe que ce qui apparaît dans la représentation spectaculaire, et nous sommes condamnés et sommés de vivre dans un présent perpétuel. Alors à partir de ce moment-là, le simple fait d'envisager un avenir différent, ou le simple fait de se souvenir d'un monde où il y avait d'autres expériences possibles, devient subversif. Mais, encore une fois, et je crois l'avoir un peu indiqué dans le fil de ce que j'ai dit, tout ça n'a de sens chez Debord qu'à chercher à chaque fois, dans chaque nouvelle situation, quelle est la position la plus révolutionnaire possible. Ce qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été vraiment l'obsession majeure de Heidegger.